bienvenue au balado. Aujourd'hui, je reçois Hélène Fortin-Lachance, qui est psychoéducatrice. On va parler de la gestion des émotions parentales. Allô, Hélène? Allô Isabelle, je suis contente d'être là. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, je te laisse te présenter pour les gens qui te connaîtraient pas. Oui, ben moi, voilà, je suis psychoéducatrice depuis une dizaine d'années déjà. Aussi maman de deux enfants maintenant. J'aime bien le nommer en fait parce que je trouve que c'est deux rôles très complémentaires et aussi ça fit absolument dans le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai travaillé longtemps dans le réseau public en milieu scolaire. Je le fais encore à temps partiel. Puis en parallèle, ben je me suis lancée aussi au privé pour parler notamment de la fonction des émotions parce que moi, lorsque j'ai eu la chance de coécrire un livre, entre autres là-dessus, ben ça a été une révélation pour moi de réaliser à quel point, même avec une maîtrise en poche comme psychoéducatrice, je ne comprenais pas tant que ça la fonction de chacune d'entre elles, puis que donc ça démontre bien à quel point c'est pas enseigné à l'école, à quel point la majorité des gens dans la population ne savent pas vraiment à quoi ça sert, tu sais, nos émotions, chacune d'elles, leur message. Puis j'ai vraiment voulu venir vulgariser ça, dans le fond, dans ma pratique privée, là, par une offre d'ateliers, de conférences, aussi en consultation individuelle maintenant, là, auprès des adultes et en soutien parental. Donc, je fais plusieurs choses. Je porte plusieurs chapeaux. Je pense que je suis une personne très dynamique et polyvalente. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, tu sais, je pense que la transition à la parentalité, ça vient un peu perturber notre équilibre comme adulte, comme personne. Puis la gestion des émotions, effectivement, tu l'as déjà dit d'entrée de jeu, ça peut être un défi parce que ça veut pas dire qu'on était compétent comme adulte de gérer nos émotions. Donc, quand on devient parent, ben là, il y a une charge de plus là, en termes de gestion émotionnelle qui s'ajoute. Donc, tu sais, Mhm. dans la société d'hyper-performance où qu'il faut être performant dans tous nos rôles actuellement, est-ce que tu trouves que c'est réaliste de s'attendre à ce qu'on gère nos émotions dans toutes les sphères de notre vie? Pense que c'est réaliste. Ben, en fait, je pense que personne pourrait prétendre être à 100%, on va dire, là, dans la gestion des émotions tout le temps. Là. Tu sais, c'est pas humainement possible. Donc, l'idée, c'est pas non plus de performer hein, nos émotions ou notre gestion des émotions. Là. Tu sais, je pense que l'idée de base, c'est d'accepter de les ressentir, de juste être en contact avec celles-ci. Tu sais. Puis, tu sais, j'aime toujours aussi déconstruire un peu cette idée de gestion, tu sais, parce que ben, elle est communément admise. Je pense que tout le monde parle de gestion des émotions. C'est même le sous-titre de notre livre, là, tu sais, donc je m'inclus là-dedans. Mais en même temps, tu sais, c'est un terme qui est quand même très rationnel, hein, tu sais, qui vient du monde de l'administration, tu sais, comme si on pouvait justement administrer un peu nos émotions, les mettre chacun dans un petit tiroir, classer ça bien comme faut, là, puis que ça dépasse pas surtout, tu sais. Tu comprends un peu l'idée, mais justement, cette idée-là même, donc ce choix de mot même-là est un peu questionnable dans le fond parce que non, là, c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu sais. Puis je pense que c'est plus juste, là, si on se plonge dans la science des émotions, le terme exact, ce serait plus régulation émotionnelle. Donc, comment on peut en venir à réguler au mieux nos émotions, c'est plus ça l'idée. Encore là, dans une optique où rien n'est parfait, là. On n'est pas parfait, ça sera pas parfait, on sera pas régulé 100% du temps et encore moins comme parent. Donc, je pense que c'est vraiment une pression qu'on peut s'enlever. Pourquoi je dis encore moins comme parent? Parce que justement, quand on est en charge d'aider notre enfant à réguler ses émotions, ben, ça amène aussi une charge émotionnelle de plus, tu sais, au quotidien, avec tout le reste de la vie de parent, là. Et bref, c'est un défi supplémentaire, là. Donc, enlevons-nous cette idée d'être, je pense, parfait, là. Tu sais, il faut juste être suffisamment bon. C'est ce que j'aime bien dire, hein. Ce concept-là est intéressant, là. Toi, comme psychoéducatrice, là, est-ce que, tu sais, quand tu rencontres des parents qui ont de la misère justement avec la régulation de leurs émotions, est-ce que tu reprends ça à la base? Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu décortiques c'est quoi les émotions, d'être capable de reconnaître les émotions? J'imagine que, tu sais, c'est difficile d'être capable de bien identifier, accueillir les émotions des enfants si nous-mêmes, on ne sait pas trop de où on part. Donc, c'est quoi ton Mhm. processus là, d'accompagnement? Mhm. Tellement, tellement.
Donc oui, on reprend ça à la base, c'est sûr. On essaie de comprendre aussi, des fois où est-ce que se situe le nœud. Puis en fait, moi j'aime bien, 2 choses que j'ai envie de dire là, tu sais, de se ramener à la conscience de soi d'abord, tu sais, afin d'être justement, plus conscient des émotions de notre enfant, puis plus à même de les accompagner. Ben ça, je pense que c'est important. Tu sais, un adulte non régulé, ne pourra pas aider un enfant à crise à se réguler, tu sais. Fait que ça, souvent j'en parle, tu sais, puis c'est de là aussi tout le concept de co-régulation que moi je mets beaucoup de l'avant, en soutien parental, qu'on va venir définir, puis c'est quoi, puis c'est ça part de la régulation de notre propre système nerveux, tu sais, puis à ce moment-là, il y a comme quasiment un effet quasi magique, là, tu sais, pour calmer notre enfant lorsque vraiment on est ancré, on est régulé. Puis l'autre chose, ben, par rapport aux adultes, eux-mêmes, ben oui, tu sais, il peut avoir certaines étapes, là, tu sais, avant d'y aller vers, on va dire, une stratégie de régulation, ben, est-ce que j'ai ressenti de base mon émotion? Tu sais, est-ce que je lui ai permis de me traverser dans mon corps? Fait que ressentir, c'est comme la première étape. Ensuite, est-ce que j'ai été en mesure de l'identifier? Tu sais, donc est-ce que j'ai été capable de dire: «Hey, en ce moment-là, ben, je suis vraiment frustrée», tu sais? Ou non seulement je suis frustrée, mais dans le fond, je suis déçue, ça va pas comme je veux dans ma vie, tu sais? Puis en plus, j'ai un sentiment d'impuissance parce que je contrôle pas, tu sais, ce qui se passe, ici et là. Parce que, tu sais, encore là, souvent, on va vivre des émotions mélangées, tu sais? Puis maintenant, la recherche démontre bien aussi que le simple fait d'identifier ce qu'on vit, tu sais, va venir diminuer l'intensité de l'émotion. Fait que ça, c'est comme une deuxième étape. Puis après, ben, est-ce que j'accepte ce que je ressens? Tu sais, est-ce que je comprends c'est quoi mon émotion, puis son rôle, puis à quoi elle peut me servir? Puis finalement, ben, est-ce que j'arrive à la réguler? Fait que ça, c'est 4 étapes du processus émotionnel sain. C'est Pascal Brion au Québec qui a défini cela. J'aime bien le reprendre, le décortiquer. Je trouve que c'est très aidant dans la compréhension de, en fait, dans un monde idéal, quelles étapes on traverserait pour réguler au mieux nos émotions. Évidemment, c'est pas coupé au couteau non plus, là, puis, tu sais, parfois, on commence à accepter avant d'identifier et cetera, là, mais ça donne une belle idée globale, je trouve. Donc, souvent, c'est un peu comme ça que je vais définir les choses, mais là, évidemment, c'est très, en résumé, là, mais ouais, ça donne une idée. Peux-tu élaborer un petit peu sur le concept de co-régulation? Ouais, ouais. En fait, je trouve que c'est un concept vraiment intéressant qui est aussi, très ancré, là, dans tout ce qui est l'approche, développementale et relationnelle. Moi, c'est mon approche aussi comme psychoéducatrice. Puis en fait, c'est de dire parce que souvent on a l'impression, hein, je pense que c'est comme un peu un mythe qui circule dans notre société, là, de venir dire qu'il faut apprendre, tu sais, à nos jeunes enfants, on va dire, là, à réguler leurs émotions, là, tu sais. Puis là, il faut leur enseigner, on va dire, des stratégies. Puis, tu sais, fais ci, fais ça va aller. Alors qu'ultimement, tu sais, le pouvoir, le vrai pouvoir pour les aider à éventuellement apprendre à réguler leurs émotions par eux-mêmes, ben c'est nous, tu sais, c'est nous comme adultes, tu sais, qui a ce pouvoir-là de les accompagner. Puis c'est à travers cette relation-là puis un peu notre calme, tu sais, qui vont pouvoir mieux traverser leur tempête, tu sais. Donc le concept de co-régulation, c'est vraiment ça, c'est que nos enfants, surtout en bas âge, là, jusqu'à 5-7 ans, là, ils ont besoin d'aide pour traverser leurs grosses émotions, leur tempête émotionnelle, comme j'aime bien dire. Tu sais, donc cette idée de dire, ben calme-toi, tu sais, disons à un enfant en crise, là, ou va réfléchir à ce que tu fais, il peut pas, tu sais, son côté, là, plus rationnel du cerveau, qui est pas pleinement développé, ben, il est complètement parti en vacances, tu sais, lorsqu'il vit une grosse émotion, là. C'est vraiment le système limbique, le côté du cerveau super émotionnel qui prend toute la place, puis un enfant dérégulé, donc, a vraiment besoin de nous, de notre présence, de notre bienveillance, qu'on soit juste là, tu sais. Donc moi, j'aime bien, dire aussi, là, l'idée, c'est pas de faire arrêter la tempête émotionnelle comme parent, mais c'est comment on peut venir auprès de notre enfant, puis peut-être sortir un petit parapluie, là, tu sais, pour dire: «Je suis là, je t'accompagne, ça va aller, on va traverser ça ensemble». Fait que ça, c'est l'image que j'aime bien donner. Mais c'est intéressant, puis là, tu sais, je pense à ma réalité de parent, puis je me dis, je trouve que c'est un contrat qui est pas irréaliste, mais je trouve que c'est une pression parentale qui s'ajoute. C'est comme s'il fallait toujours être disposé à accueillir la tempête, alors que, tu sais, nous aussi, on peut être fatigué, on peut avoir eu une mauvaise Mhm. journée au travail, on peut être stressé, on peut avoir des enjeux financiers, des enjeux relationnels. Donc, est-ce que
c'est normal à un moment donné comme parent qu'on soit pas toujours 100% disposé à accueillir la tempête. Oh mon Dieu, oui, là, merci beaucoup de l'amener, là, tu raison. Puis, tu sais, j'ai envie de dire là-dessus que l'idée de ce concept-là, encore là, c'est vraiment pas de se mettre la pression à être parfait, puis à être toujours 100% régulé, puis toujours disponible à être là en mode co-régulation, là. Fait que c'est comme, on essaye de tendre vers ça. Ceci étant dit, tu sais, non, on n'est pas parfait, on a toutes nos propres émotions, justement, on a des grosses journées, on peut être fatigué, on peut être épuisé. Donc, ça sera pas toujours possible, là, tu sais, on sera pas toujours bon, là, puis on sera pas toujours là avec la meilleure posture, les meilleurs mots, tu sais, c'est vraiment pas ça l'idée. Mais c'est de tendre, comme je dis, puis à partir de ce moment-là aussi, ben parfois comme parents, là, quand on se rend compte qu'on l'échappe, là, tu sais, ou que justement, là, nous-mêmes, là, ben on est complètement activés émotionnellement, tu sais, on est frustrés, on est plus, là, dans un état calme et régulé. Ben, c'est justement comment je peux du moins tenter de prendre conscience de ça, tu sais, me connecter à moi-même à ce moment-là aussi, tu sais, puis ben des fois c'est juste d'aller, je peux-tu aller m'enfermer dans la toilette, tu sais, 1 minute si je suis vraiment plus là, on va dire là, la meilleure version de moi-même là, tu sais, pour moi et mon enfant là. Est-ce que je peux prendre une petite gorgée d'eau, m'écouter une petite chanson, des fois c'est ça, juste mettre de la musique. Qu'est-ce que je peux faire donc quand je me sens plus régulée pour revenir à un état davantage régulé et éventuellement redevenir plus disposée pour mon enfant, tu sais. Donc, mais c'est ça, je trouve, qui est intéressant de ce concept-là. C'est pas, non, on sera pas parfait, mais c'est de se ramener à le pouvoir de notre propre régulation. Tu sais. Donc, quand on s'en écarte, ben comment je peux revenir davantage ancré, régulé. Puis encore là, si je suis pas capable, ben je peux-tu faire appel à mon village? Tu sais, j'ai-tu du soutien auprès de moi? Tu sais, y a-tu d'autres choses que je peux mobiliser dans mon environnement pour m'aider? Tu sais? Puis je pense que cet aspect-là de l'isolement, pour moi aussi, c'est important à nommer, là, que idéalement, là, ben, nos enfants, là, je veux dire, on a besoin d'un village pour eux, là, puis c'est justement une grosse charge, là, on va dire, si on est seul là-dedans, dans notre parentalité, de tenter d'être régulé tout le temps, là. Tu sais, je pense qu'il faut, c'est ça, faut vraiment s'éviter de se mettre cette pression-là. Je sais pas si ça fait du Mais sens merci de le à nommer. répondre. Ouais, Oui, c'est ouais, ça. Merci de le ouais. nommer parce que en réalité, tu sais, je pense qu'il y a plein de gens très bien intentionnés, entre autres sur les réseaux sociaux, qui, tu sais, qui veulent transmettre les connaissances et tout, sauf que c'est toujours comme le concept idéal auquel on est exposé. Fait que, tu sais, de savoir que c'est normal qu'on soit pas 100% du temps régulé nous-mêmes, en co-régulation. Mhm. Si, par exemple, là, ça arrive que finalement, là, tu sais, on perd patience ou on crie après notre enfant, est-ce qu'il y a des façons de réparer ça? Tu sais, est-ce qu'il y a des stratégies de compensation, si on veut, là? C'est peut-être pas le bon terme, mais tu sais, est-ce que c'est trop peu, trop tard? Il y a toujours moyen de réparer, genre, justement, là. Puis ça, c'est un autre concept, je pense, qui est très important pour moi, dans mon cœur, tant comme maman que comme professionnelle. Fait que c'est ça. Encore là, je pense quand on est conscient que là, on a fait une moins bonne intervention, ben c'est toujours possible de réajuster, tu sais. Puis oui, si, ben je sais pas, j'ai perdu patience et mon enfant, il était en crise, puis j'ai pas été capable de l'accompagner comme j'aurais souhaité, tu sais. À la place, on va dire, là, de rester calme, ben j'ai écrit après, puis j'ai dit comme, voyons donc, tu es capable de dormir pour rien, peu importe c'est quoi, là, tu sais, ça nous arrive toutes, là, des moments comme ça, là. Ben, à ce moment-là, une fois là, que on va dire, là, j'ai repris possession de mes moyens, justement, là, puis tu sais, peu importe le laps de temps qui s'est écoulé, finalement, là, on peut toujours revenir voir notre enfant puis dire: «Hey, OK. Hey, tu sais, hein, tantôt, là, maman, là, elle était pas comme d'habitude, hein. C'est vrai, j'ai perdu mon calme, hein. Tu sais, moi aussi, là, on dirait j'ai eu une grosse journée puis je suis désolée, j'ai pas pu être disponible pour toi autant que j'aurais voulu, tu sais. Mais là, je suis là, puis comment ça va? Puis veux-tu me parler?» Tu sais, puis dans le fond, c'est comment on peut justement, assumer, tu sais, que des fois, on fait des erreurs aussi comme parents, puis on n'est pas parfait, tu sais, puis le mettre de l'avant, puis se responsabiliser là-dedans, tu sais, pas faire porter à l'enfant le poids, tu sais, de nos émotions ou de si on a crié, peu importe, là, puis de venir dire, tu sais, dans le fond, ça m'appartient, puis je suis désolée, je voulais pas te blesser, puis je vais faire attention aussi, tu sais, moi, je vais prendre soin de moi puis de mon cœur ce soir-là, par exemple, là. Donc ça, c'est super important, puis je pense que ça fait partie aussi de quand pour moi, quand on est capable aussi, à un moment donné, de réparer, ben clairement, on est suffisamment bon, peu importe, tu sais, les erreurs qu'on va avoir faites, là. Puis je trouve que justement, c'est tellement possible d'utiliser même nos erreurs, puis que ça devienne, tu sais,
payant, tu sais, que ça apprenne quelque chose à nos enfants. Tu sais, maman non plus elle est pas parfaite et papa non plus. Fait que toi, c'est correct aussi si tu fais des erreurs, tu sais. Fait Puis que ça oui. leur montre aussi comment, tu sais, retourner vers l'autre quand que eux-mêmes, tu sais, que ce soit avec les autres amis à l'école, à la garderie, avec les autres adultes qui côtoient, j'imagine que ça montre un exemple de, ben c'est possible d'aller s'excuser, c'est possible d'avoir une discussion par après. Donc, je pense qu'il y a un apprentissage qui se fait autant pour le parent que pour l'enfant, puis pour la relation aussi affective, l'attachement, j'imagine que ça l'augmente, là, l'espèce de lien d'attachement entre le parent et l'enfant. Tellement, tellement. Puis je trouve que des fois, là, c'est fascinant puis c'est beau, là, ce qui peut ressortir de ces moments-là, là, dans le sens que moi, comme maman, je le fais, là, clairement, là, ça m'arrive, là, je fais des erreurs, là, mais j'ai pas de psychocicatrice, je suis pas parfaite, moi non plus, là. Puis après ça, ben, je prends soin, justement, dans les réparer. Puis maintenant, tu sais, mon garçon, il a 6 ans, puis c'est fou parce que, tu sais, il va me le dire, il est comme, quand que je vais venir, mettons, dire, hey, là, je l'ai échappé, tu sais, je suis désolée, je voulais pas te parler comme ça. Puis il est comme, oui, maman, tu m'as vraiment beaucoup blessée tantôt, tu sais, il me le dit, puis je suis comme, ben, tu vois justement la puissance de la réparation, parce que là, au moins, il y a un espace pour le déposer, ça, tu sais. Il a pas aimé ça, tu sais, que je lui monte le ton, tu sais, ça le touche, ça le blesse. Mais là, il comprend, puis après ça, il va me dire, mais je te pardonne, maman, tu sais, puis, tu sais, tu me blesses pas souvent, là. Il m'a déjà dit ça, fait que j'étais comme, tu sais, mais c'est donc bien beau, genre, puis là, ben, au lieu, tu sais, de peut-être créer, j'aime pas nécessairement le mot bris, là, mais tu sais, de créer une petite friction, on va dire, dans la relation, tu sais, puis qu'il a envie d'aller peut-être se cacher loin de moi. Moi, ça va être ça la réaction de mon gars, là, quand je suis moins régulée, des fois, il va sentir le besoin d'aller se cacher en dessous des couvertes, là, tu sais, puis de comme s'éloigner. Ben là, tu sais, ça nous rapproche à nouveau, puis OK, on peut finir cet épisode-là avec un gros câlin, puis on va de l'avant, là. Donc, oui, je pense que c'est vraiment des moments qui vont apprendre quelque chose à tout le monde, tu sais, puis qui ça nous permet de se reconnecter, tu sais. Souvent, justement, quand on est les 2 dérégulés, ben, on est un peu en déconnexion, là, tu sais. Puis là, ben, comment on peut revenir ensemble puis, avancer, continuer la journée, là. Ouais. Puis j'ai envie de parler là, de la coparentalité, là. Donc, si on prend par exemple un couple, quand un des deux parents a plus de difficultés à réguler ses émotions, puis tu sais, qu'il escalade Mmh plus vite ou qu'il va être plus prompt ou que justement il va parler aux enfants d'une façon qu'on trouve qui est pas nécessairement, qui rejoint pas nos valeurs. Comment que, en termes de couple, on peut discuter de ça? Est-ce qu'il faut aller consulter? Est-ce que on laisse toujours la personne plus régulée intervenir? C'est quoi tes recommandations par rapport à ça? Je pense que il va y avoir différentes recommandations en fonction de qu'est-ce qu'on fait, on va dire, dans le feu de l'action. Tu sais, si on est dans la situation, là, puis là, on observe, tu sais, notre chum, notre blonde, là, qui est en train de perdre patience, on va dire, là. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Puis après ça, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, là, au niveau des fondations, tu sais, pas au niveau des fondations, mais lorsqu'on n'est plus dans le feu de l'action, là, finalement, pour peut-être, justement, conscientiser certaines choses, puis voir comment on peut cheminer là-dedans ensemble, puis individuellement, là. Mais tu sais, j'ai envie de dire dans le feu de l'action, c'est toujours délicat, hein, parce que je pense qu'on veut pas aller non plus contre les interventions de notre chum ou notre blonde, hein, tu sais, ce qui créerait quelque chose d'autre là dans la dynamique là. Si papa dit quelque chose puis maman vient dire, hey ben non, ce que papa a dit ça n'a pas rapport, écoute pas ça, tu sais, ben là, ouf, tu sais, au niveau de notre coparentalité, l'enfant il va se questionner là, tu sais, il va voir l'incohérence. Fait que tu sais, des fois, moi, ce que je vais faire ou ce que je vais dire qu'on peut faire, c'est juste, est-ce qu'on peut proposer à l'autre de prendre le relais, tu sais, à ce moment-là, là, tu sais, puis juste comme subtilement, ou tu sais, hey, inquiète, je m'en occupe, OK, tu sais. Si on sent nous-mêmes on est plus calme, plus posé, l'autre est en train de perdre patience, est-ce qu'on peut l'inviter, tu sais, hey, pardon, tu sais, tu peux aller prendre une petite marche, tu sais, je pense que ça te ferait du bien, tu sais, subtilement, là, puis comme prendre le relais de l'intervention. Ça, je crois beaucoup à ça, parce que ça nous arrive tous, là, tu sais, puis ça peut juste être, je pense, soutenant, tu sais, si on le fait dans la bienveillance aussi, puis dans la compassion pour ce que l'autre vit, tu sais. C'est ça, sans non plus aller contre ce qui vient d'être, tu sais, d'être dit ou en tout cas, hem, en même temps, après, des fois, ça se nomme aussi à l'enfant, tu sais, dépendamment de son âge, là, de venir dire, là, tu sais, un peu expliquer, tu sais, la peut-être la réaction de l'autre pour encore là, dans une optique de réparation, là. Mais sinon, ben, justement, je pense que la clé, ça passe vraiment beaucoup par,
La conscience de soi, tu sais, parce que dans le fond, nos enfants aussi, là, ils vont venir être un magnifique miroir de qui on est, tu sais, puis de c'est quoi peut-être nos propres défis comme personne, nos propres enjeux, tu sais. Donc, je pense que si on se retrouve souvent, ben, peu importe c'est qui le parent qui se retrouve souvent, on va dire, peut-être dans beaucoup de colère ou justement être plus impulsif dans ses réactions, ben, c'est intéressant de venir regarder un petit peu vers en dedans, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis là, je pense qu'on va y arriver. Il peut se passer plein de choses, là, mais ouais. Puis de s'accueillir là-dedans, encore là, je pense que c'est la première étape, là, tu sais, aller voir ce qui se passe au niveau du ressenti, là, sans jugement, mais ouais, avec Ça doit être quand introspection. même particulier ou, tu sais, comme un peu délicat d'aborder ce sujet-là. Par exemple, si un des deux parents, il a grandi dans un milieu où que ça parlait toujours fort, que, tu sais, c'était beaucoup des punitions, va dans ta chambre, tu Mhm, sais, il y a eu mhm. des générations précédentes que, tu sais, c'était même physique un peu, là. Ouais. Donc, si c'est le modèle auquel on a été exposé puis que c'est ça qu'on connaît, ça peut être probablement délicat d'aborder la situation, de dire, ben écoute, je pense que peut-être que, tu sais, au niveau de la gestion de ta colère, par exemple, il y aurait peut-être quelque chose à faire là. Tu sais, est-ce que ça crée des conflits entre les parents? Ça peut, dans le sens où j'ai envie de dire que personne n'a dit que c'était simple non plus, tu sais. Je pense que c'est pas simple toujours de cheminer comme personne d'abord, donc comme couple, c'est un niveau de complexité supplémentaire parce qu'on est 2, tu sais. Puis comme parent, ben, ça peut rajouter dans le fond peut-être j'ai envie de dire une sensibilité parce que c'est tellement important, tu sais, souvent comme parent, comment on veut éduquer nos enfants. Donc c'est sûr que si on se retrouve par rapport à certains enjeux qu'on n'est pas nécessairement sur la même longueur d'onde, ben il y a une grosse charge émotionnelle là, qui vient avec ça. Là, tu sais. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours évident là, d'aborder ces discussions-là, là, on va dire, dans le calme, puis l'ouverture et tout ça. Là. Fait qu'encore là, je pense qu'avant d'ouvrir ces discussions-là, des fois dans notre parentalité, prenons soin de nous-mêmes, tu sais, allons voir ce que ça nous fait vivre pour après peut-être être capable de l'aborder de manière un petit peu plus ouverte, justement. Puis, tu sais, ça peut être en partant de revenir un peu à nos bases, là, tu sais, c'est quoi, nous, qui est important dans notre parentalité? Comment on veut éduquer nos enfants, tu sais? Comment on voit ça, justement, l'accompagnement des émotions? Comment on voit ça, tu sais, de mettre des limites, des règles, tu sais? On se situe où par rapport à ça? Puis juste d'avoir ces discussions ouvertes-là, ben, je pense que souvent, c'est là qu'on peut en venir à trouver des terrains d'entente, tu sais? Ou des fois, ben justement, on peut faire s'aider en faisant des lectures, écoutant des podcasts, tu sais, puis revenant sur, ben toi, comment ça a résonné? Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Puis là, des fois, c'est moins confrontant aussi que de revenir sur des choses du quotidien, tu sais, ou ce que nous, on vit avec nos enfants, là. C'est comme psychothératrice, j'aime bien des fois prendre l'approche en angle, on va dire. Là. Donc, pas aborder de front quelque chose qui s'est passé si c'est très sensible, mais justement, comment on peut peut-être laisser traîner un petit livre sur le sujet, tu sais, puis dire Hey, tu liras ça, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, j'aimerais ça qu'on s'en reparle. Des fois, tu sais, l'idée, dans le fond, c'est comment on peut faire diminuer les défenses parfois qu'on peut avoir chacun d'entre nous là, pour avancer de manière plus constructive ensemble. Là. Je sais pas si ça fait du sens. Là. Oui, c'est très intéressant. J'aime ton approche, là, tu sais, parce que des fois, d'aller dans la confrontation, assurément que ça fait juste escalader, là, les défenses, comme tu viens de Mhm. si bien le dire. J'aimerais Mhm. qu'on parle, là, de la haute sensibilité. Je pense que c'est un terme, là, qu'on entend de plus en plus, entre autres chez les enfants, mais chez les adultes aussi. Moi, quand je suis devenue maman, tu sais, j'ai toujours été une personne qui a besoin de sa bulle. J'aime le silence, j'aime la solitude. Hem, puis là, j'ai eu un bébé qui avait des besoins très intenses de proximité, faisait les siestes dans le porte-bébé. On a toujours, tu sais, eu besoin de proximité pour s'endormir, l'allaitement exclusif. Donc, tu sais, rapidement, j'ai été comme très surchargée. Puis c'est ça, je me rends compte que Mhm. probablement que je suis hautement sensible. Fait que peux-tu expliquer c'est quoi ce concept-là? Ben moi je trouve que c'est un concept vraiment intéressant parce que ben d'abord j'ai envie de dire c'est pas un diagnostic ou un trouble là, mais c'est un concept de plus en plus discuté, tu sais, reconnu quand même dans la littérature là. La haute sensibilité finalement c'est un trait de tempérament puis ça serait porté par environ 20
là, de la population, là. Donc c'est quelque chose qu'on a à la naissance, qui peut être en partie héréditaire. Donc si on a un enfant hautement sensible, il y a quand même des chances qu'il y ait au moins un parent hautement sensible. Pourquoi j'aime le concept vraiment, c'est que je trouve ça très normalisant, justement. Tu sais, c'est de dire, hey, on parle pas justement de 1% des gens, on parle de une personne sur 5, en fait. Environ. Puis ça peut expliquer, justement cette idée d'une réactivité émotionnelle plus intense, tu sais, ce qui peut être extrêmement challengeant, comme personne de base, mais encore plus, je pense, lorsqu'on devient parent et qu'on observe ce trait chez nos enfants, tu sais. Donc, tu sais, pour moi, un exemple, c'est vraiment, tu sais, moi j'ai 2 enfants justement, puis, j'ai eu mon garçon, puis on va dire mon garçon, chaque changement de couche quand il était bébé, tu sais, c'était des pleurs intenses, puis tu sais, c'était comme il arrêtait de respirer là, tu sais, tellement que il trouvait ça difficile, là. Puis on dirait qu'avec le recul, je me dis, hey, je pense que pour lui, tu sais, à ce moment-là, là, le froid, les lumières intenses, tu sais, se faire sortir de l'allaitement, c'était trop là, tu sais, c'était comme plein d'irritation pour son pauvre petit corps là, loin de maman là, puis ça créait une intensité émotionnelle, tu sais. Donc pour moi ça représente très bien une manifestation, on va dire, de la haute sensibilité. Puis c'est drôle parce que moi, on dirait que je me disais, ben c'est ça, un bébé, dans le fond, tu sais. Fait que moi, je m'étais jamais trop questionnée ou senti mal par rapport à ça, tu sais, je l'accompagnais. Puis là, après ça, j'ai eu ma fille, je me suis dit, ah, OK, c'est pas obligé d'être ça. Tu sais, dans le fond, genre, elle le vit pas comme ça, elle le vit moins intensément, tu sais. Donc, assurément que les manifestations de haute sensibilité, tu sais, on rentrera pas dans tous les détails, là, mais ça peut vraiment faire vivre des défis comme parent parce que justement, à un moment donné, ben si mon enfant il pleure beaucoup aussi intensément, hem, clairement que moi j'ai plus de risques aussi de tomber en surcharge émotionnelle, là, puis à un moment donné de me sentir moins disponible à l'accompagner dans tout ça, tu sais. Parce qu'on s'entend, si on parle à un enfant plus vieux, ben, je sais pas, tu sais, si une fois de temps en temps, il y a des pleurs, il y a un moment d'émotion, ben, c'est plus facile d'être disponible. Mais là, si ça arrive plus fréquemment, plus intensément, il y a besoin de plus de proximité, plus de support, c'est sûr que c'est un défi de plus, mais ça vient aussi, tu sais, la haute sensibilité avec des belles forces, tu sais, des belles capacités. Puis j'aime bien parler à ce moment-là de comme des cadeaux cachés, là, tu sais. Puis dans le fond, nos enfants qui vont être hautement sensibles au niveau des émotions désagréables, ben ils vont l'être aussi, tu sais, au niveau des émotions agréables. Donc ils peuvent avoir une plus grande capacité, tu sais, d'émerveillement, tu sais, de joie spontanée. Tu sais, ils peuvent être très expressifs. Ce qui est le fun aussi, puis très empathique là, finalement, aux émotions des autres. Mmh. Ça peut être perçu comme de l'intensité, par exemple, là, tu sais, des fois, fait qu'il faut faire attention parce que, tu sais, ah, c'est une personne très intense, elle va vivre ses émotions, tu sais, à 2000%. Mais c'est ça, est-ce qu'il y a un fond qui est comme une manifestation d'une haute sensibilité, tu sais, sensorielle, là? Fait que là, l'exemple de ton garçon, c'est intéressant. Tu parles de la lumière, tu parles du froid. Est-ce que c'est comme une manifestation de des perceptions augmentées au niveau des autres sens? Mmh. Beh, la caractéristique principale là, qui est nommée de la haute sensibilité, c'est un traitement de l'information plus en profondeur. Fait que c'est ça. C'est un peu comme si, les enfants non sensibles ou les adultes, ben, ils percevaient plus de stimuli justement, donc ce qui met à risque ultimement là, de surcharge plus rapidement, tu sais, puis d'une surcharge plus intense. Tu sais, le mot se vaut quand même là, donc c'est pas comme une intensité en soi, mais oui, finalement, c'est comme si le verre là, à stimuli là, ben, il était plus petit, là, fait que il se remplissait plus vite, tu sais, alors que quelqu'un d'autre, ben, ça peut prendre plus de temps, plus de stimuli avant de peut-être tomber à risque de débordement. Faut distinguer quand même la haute sensibilité du point de vue du tempérament des hypersensibilités sensorielles. Parce qu'on en parle aussi de ça, là, ce qui peut être lié à un trouble de traitement de l'information sensorielle, je pense. Donc c'est pas la même chose. Donc en fait, pour résumer, là, une personne hautement sensible peut avoir des hypersensibilités sensorielles, mais pas nécessairement. Fait que, tu sais, ça peut être vraiment juste aussi une hypersensibilité au monde interne, tu sais, finalement, là. Donc il y a
c'est 2 volets. Donc oui, mais tu sais, souvent, là, réalistement, il va avoir justement une plus grande réactivité, sensibilité aux stimuli externes comme les sons, la lumière, les vêtements qui piquent, peu importe, là, tu sais, le polyester, le petit caillou dans le soulier, tu sais, ça ça peut faire partie du portrait, mais pas nécessairement. Puis, tu sais, ce qui est dit dans les écrits, c'est qu'il y a vraiment différentes manifestations de la haute sensibilité, puis on n'a vraiment pas besoin de toutes les avoir pour se considérer hautement sensible. Des fois, d'en avoir juste une ou deux, mais qui sont très présentes, très prononcées, ben on peut se considérer comme ça ou on peut considérer notre enfant comme ça. Je pense que l'idée aussi, c'est que il y a pas comme de risque, tu sais, à se considérer hautement sensible ou à considérer notre enfant comme ça, si ça fait du sens pour nous, si ça explique certains comportements, certains défis. Puis les interventions qui vont être efficaces, on va dire, auprès des gens hautement sensibles, ben, vont l'être pour toutes les gens en général. C'est juste qu'elles vont être encore plus importantes auprès de nos enfants hautement sensibles ou des adultes comme cela. Puis tu as parlé qu'il y avait quand même une composante là, héréditaire. Donc, si moi, je suis une personne adulte hautement sensible, mon enfant est hautement sensible, est-ce que ça mène à une escalade plus rapide là, tu sais, en termes de désorganisation, de surcharge? Est-ce qu'il va y avoir plus de confrontation ou plus de difficultés de co-régulation entre ces deux individus-là? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Pas nécessairement, ça serait ma réponse en bref. Dans le fond, on va dire un enfant hautement sensible avec un parent hautement sensible versus avec un parent qui ne le serait pas, ça va être, je pense, des défis différents de ce que je comprends aussi des écrits, dans le sens où, d'un côté, le parent hautement sensible va peut-être être plus empathique de base, tu sais, à justement les différentes émotions et manifestations qui sont vues ou l'intensité émotionnelle qui est perçue, parce qu'il va comprendre, tu sais, il est comme capable de le ressentir aussi lui-même, tu sais, cette intensité-là. De l'autre côté, oui, il peut tomber peut-être plus facilement en surcharge, alors que, ben, si un parent serait moins hautement sensible là-dessus, ben, il va peut-être être moins empathique de base, tu sais, mais après, moins aussi facilement en surcharge. Tu sais, je résume vraiment beaucoup, là, ce que je comprends des écrits, là, mais ça serait comme, ça pourrait venir avec 2 défis différents. Puis, c'est quoi la distinction entre haute sensibilité et hypersensibilité? Là, tu sais, as parlé aussi un petit peu d'hypersensibilité plus au niveau des sens, des stimuli externes. Au niveau plus émotionnel, c'est quoi la distinction? Les 2 sont beaucoup utilisés de façon confondue, là, ces 2 termes-là, là, mais moi, je préfère, dans le fond, utiliser le terme hautement sensible, justement parce que je trouve ça plus normalisant, tu sais. Souvent, quand on pense à hyper, on est dans quelque chose qu'on va percevoir comme trop, tu sais. Comme il y a quelque chose de pas correct là-dedans, dans quelque chose de hyper. Je trouve que hautement sensible, c'est plus normalisant, c'est juste quelque chose de différent, tu sais, mais qui est quand même dans une espèce de courbe normale, si on veut, là. C'est comme un spectre de normalité, fait qu'on peut être à différents endroits sur l'échelle de normalité. On peut être dans la fourchette supérieure, donc on est hautement sensible. Exact. C'est quoi les stratégies maintenant là, tu sais, qu'on peut appliquer si on pense être hautement sensible ou que notre enfant est hautement sensible? C'est quoi qui fonctionne? Tu dis, tu sais, ça fonctionne pour tout le monde. Peux-tu Mmh. donner quelques exemples d'outils qu'on peut appliquer là, facilement ou moins facilement? Oui, ah, cette question des outils et des stratégies revient toujours. Puis, tu sais, c'est pas qu'il y en a pas, mais je pense que des fois, il faut quand même aller, tu sais, aller vraiment comprendre en premier, tu sais, qu'est-ce qui peut faire du bien, là, de manière plus globale avant d'entrer nécessairement dans le détail. Fait que j'ai quand même envie de dire que le plus important pour nos enfants hautement sensibles, c'est qu'ils sentent qu'ils sont acceptés, tu sais, dans tout ce qu'ils sont. Fait que tout ce qui est de nos comportements, de nos réactions qui vont pouvoir les aider à s'accepter eux-mêmes dans tout ça, tu sais, dans cette sensibilité peut-être plus accrue que d'autres, ben ça va être gagnant, tu sais. Fait qu'on va dire concrètement, ben moi je vais l'utiliser le terme au quotidien, tu sais, puis je vais l'utiliser le terme de manière, tu sais, c'est correct, c'est normal, ou tu sais, hey, aujourd'hui tu te sens vraiment sensible mon amour, ah, mais c'est correct, tu sais, je suis là pour toi, je vais t'accompagner. Puis je vais vouloir comme toujours partager le message que moi, mettons, là, ces grosses émotions, là, ces tempêtes, ça ne me fait pas peur, tu sais. Je vais toujours être là, tu sais, mon enfant peut compter sur moi. Il a beau, là, être
complètement, tu sais, dérégulé, crise de bacon en terre. Tu sais, ce que je veux lui envoyer comme message, c'est que je suis là, que j'ai pas peur, que je vais toujours être là, puis que, tu sais, ça arrive aussi, là. Fait que, c'est ça. En bout de ligne, je pense que comme parents, on veut normaliser, on veut accueillir, on veut accepter, en sachant qu'on n'est pas parfait. Mais, tu sais, on voudrait pas, à l'inverse, je pense que, justement, que notre enfant hautement sensible, ben, sente que ses réactions sont trop, là. C'est trop pour les personnes, là, qui sont en charge de lui. Ils sont pas capables de prendre ça. Ça les dérange. Ça leur fait vivre, eux, trop d'émotions négatives. Tu sais, je pense qu'on veut pas non plus rendre notre enfant responsable, tu sais, de nos propres émotions, tu sais. Puis ça, c'est une nuance importante pour moi. Nos enfants peuvent déclencher toutes sortes d'émotions en nous, mais ils n'en sont pas responsables, tu sais. Donc, si moi-même, justement, je suis hautement sensible, si moi-même, à un moment donné, je pleure à la fin de la journée, ben une stratégie concrète, ça pourrait juste être de dire: «Oui, tu sais, maman est triste, maman a eu une grosse journée, mais ça va aller, je vais prendre soin de moi», tu sais. Donc de se responsabiliser par rapport à nos propres émotions, c'est important aussi, là. C'est ça, de faire attention de ne pas ridiculiser ou, tu sais, de minimiser, fait que de dire: «C'est donc ben intense ta réaction» ou tu sais, tu comme un bébé ou, tu sais, Mhm. «Tu devrais pas pleurer pour telle chose». Fait que, tu sais, dans le vocabulaire aussi qu'on Ouais. utilise, j'imagine que c'est important. Ouais, vraiment, ouais. Puis des fois, c'est subtil, puis justement, des fois, on s'en rend pas compte, mais on peut tellement répéter aussi des phrases qu'on a entendues, là, juste qu'on a peut-être banalisé, là, tu sais, le fameux, justement: «Ah, pleure pas pour ça, tu sais, ah, c'est pas si grave que ça», tu sais. Mais il faut comme se rappeler que pour l'enfant, là, ce qu'il vit, là, il vit à fond, là, puis il est dans le moment présent, l'enfant. Et aussi, il est pas capable, tu sais, en bas âge, d'émotions mélangées, là. Donc, il peut pas comme se rationaliser, là. Lui, il vit son émotion à fond. Fait qu'il faut comme essayer de se mettre à son niveau aussi, puis de pas, on va dire, analyser, là, tu sais, ou juger ses émotions selon comment nous, on le vivrait, tu sais, avec notre cerveau d'adulte, pleinement développé, là. Puis on dirait qu'un exemple que j'aime bien, donner là-dessus, là, encore là, tu sais, je prends beaucoup d'exemples de mon quotidien, là. Je trouve qu'encore là, ça normalise, là, ce que tout le monde vit, là. Mais à un moment donné, mon enfant, tu sais, je faisais des belles gaufres le matin, OK, là, puis là, c'était le dimanche, puis c'était un beau moment, puis on avait du plaisir. Mais là, lui, sa gaufre, là, j'avais mis, je sais pas trop, une confiture de bleuets dessus, puis elle était rendue toute mouillée, OK? Puis là, pour mon enfant, à ce moment-là, là, ben, c'était grave, là. Il était tellement déçu, là, que là, sa gaufre, elle s'est rendue toute dégueulasse, tu sais, au lieu d'être comme la belle gaufre qu'il s'imaginait, là. Puis c'est sûr qu'il y a un côté de moi, comme adulte, on dirait qu'il avait envie de dire: «Hey, tu sais, hey, c'est pas si grave que ça, là, tu sais. Alors reviens-en, là. Je veux dire, là, on a un beau moment, tu sais, on peut-tu, comme, rester dans le plaisir?» Hey, je l'avais, là, ce côté-là, là, parce que là, moi, coudonc, là, mettons, là, ça fait 1 heure, t'es dans la cuisine, tu veux créer un beau moment, tu veux que tout le monde soit content. Puis là, la seule réaction de ton enfant, c'est comme: ma gaufre est dégueulasse, maman!» C'est sûr, là, que je veux dire, ça nous fait réagir sur le coup. Puis on a envie de dire: «Ben, reviens-en, puis pleure pas pour ça», tu sais, mais c'est ça, on est humain. Fait que pour vrai, je pense que ça a été ça ma première réaction sur le coup. Puis après, là, je voyais, là, c'est comme là, il en revenait pas, là, tu sais, de cette émotion-là. Puis peut-être qu'il y avait déjà une surcharge, tu sais, de d'autres choses ce matin-là, on sait pas. Puis ça a juste fait déborder le vase. Mais là, à un moment donné, je me suis repris, puis j'étais allée à son niveau, là, puis j'ai juste essayé, justement, de refléter ce que je percevais de son émotion. Fait que ça, c'est une autre stratégie globale, on va dire, là. Euh, Juste de dire: «Ah, t'avais vraiment envie d'avoir une belle gaufre parfaite, là, ce matin avec tes beaux bleuets. Puis là, t'es déçu, hein, vraiment, là, que ta gaufre, elle soit pas ce que tu t'imaginais. Je comprends», tu sais. Puis c'est quand même magique le pouvoir d'un bon reflet, là, des fois, là, parce que notre enfant, il se sent instinctivement, instantanément compris, tu sais. Puis à partir du moment où il se sent compris, ben c'est comme: «Oui, maman, c'est ça», tu sais. Puis après, des fois, il est mieux capable de sortir son émotion. Puis après ça, de voir que comme: «Ouais, mais ça va aller, là, ça va être correct», tu sais. Puis il va en avoir un autre gaufre qui sera peut-être meilleur, là. Fait que Oui, c'est ça. c'est comme, Ouais, ouais. c'est un bon exemple, là, parce que je pense que tout le monde se reconnaît là-dedans, là, tu sais, tu coupé, la sandwich en triangle, puis finalement, c'était des carrés qu'il voulait, puis là puis là, c'était Ouais. pas telle affaire, mais il a changé d'idée, puis là, oh mon Dieu, c'est la catastrophe parce qu'il a changé d'idée, puis c'était pas ça qu'il voulait. Fait que, tu sais, je Exact. pense que tout le monde se reconnaît là-dedans, puis pour nous, ça peut être des situations vraiment, tu sais, comme anodines, puis on se dit: «Ben voyons», tu sais,
c'est vraiment pas si grave, mais je comprends, tu sais, c'est ça que l'enfant, c'est pas du tout ça, sa perception. Fait que je pense que de se mettre à leur niveau, c'est effectivement une très bonne stratégie. Mais comme parent, ça peut être difficile, hein, tu sais, si on n'est pas à la même place qu'eux, puis on n'est pas disposé à ça. Puis Mmh. les attentes aussi, tu sais, dans ton exemple, moi, ce que j'entends, c'est que ton attente à toi versus, tu sais, ou ta perception de la situation versus celle de ton enfant, vous étiez pas du tout au même niveau. Fait que c'est de se ramener au même niveau que l'enfant à ce moment-là. Mmh. Ouais, puis c'est ça, la question des attentes comme parents est super importante aussi, là, parce que justement, si nos attentes comme parents, c'est que on va dire notre enfant soit toujours reconnaissant de ce genre de choses-là, tu sais, instantanément dans la gratitude, puis «Merci maman, c'est trop plaisant, tu sais, le dimanche matin, genre youhou!» Ben, ça se peut là qu'on soit déçu à un moment donné puis frustré là, de sa réaction dans le moment présent, tu sais. Alors que si nos attentes, c'est que justement là, ben, c'est normal que nos enfants vivent toutes sortes d'émotions, puis ça se peut que, tu sais, pour, donner un autre exemple commun, là, ben, à Noël, on a eu beau, genre, vraiment mettre du temps, là, pour nos cadeaux, là, mais que lui, finalement, il reçoit son cadeau, là, puis, ben, ça a l'air «ingrat» entre guillemets parce que ce qu'il nous dit, là, c'est qu'il aurait préféré le cadeau de sa cousine, tu sais? Mais encore là, tu sais, si nos attentes, c'est comme: «C'est normal, fait partie de la vie», tu sais, puis il a le droit, tu sais, d'avoir une part, tu sais, une jalousie spontanée, on va dire, c'est ça qu'il aurait eu envie, tu sais? Puis en même temps, après, il va peut-être aimer son cadeau aussi puis être reconnaissant, tu sais? Donc ça va changer notre réaction, tu sais, dépendamment, où sont placées nos attentes, là, ça, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Puis comme parent hautement sensible, là, comment on fait pour trouver un équilibre entre je suis un parent présent, investi, j'essaie de me réguler, co-réguler avec mon enfant, mais j'ai aussi mes besoins sensoriels ou, tu sais, de régulation à moi. Tu sais, je reprends mon exemple de dire, moi, j'avais besoin, tu sais, de silence, de mon espace, de moments vraiment, tu sais, pour comme diminuer ma charge sensorielle. Comment on fait pour trouver cet équilibre-là quand il faut être un parent présent? Mmh. C'est toute la complexité, je pense, de la parentalité de base, là. J'ai envie de dire que c'est pas facile, là, trouver cet équilibre-là, puis c'est encore moins facile quand il faut, concilier différents rôles, hein. Puis je pense que j'ai envie de le mettre de l'avant, là. Justement, si on est maman ou papa, puis on essaie d'être le plus possible disponible à nos enfants en tout temps, mais en même temps, tu sais, on a, notre travail à concilier, 4-5 jours par semaine. On fait du trafic là-dedans. On a, notre maman à soutenir parce qu'elle vit des difficultés, je sais pas, tu sais, de santé. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, là, c'est pas facile, là, sérieusement, de trouver cet équilibre-là pour personne. Mon Dieu, j'ai envie de dire qu'en premier on est doux envers nous-mêmes. Je pense que ça, c'est, c'est la première affaire, tu sais, justement. Puis peut-être que nos attentes envers nous-mêmes, on peut peut-être les diminuer des fois, là, notre perfectionniste, tu sais, notre volonté, justement, d'être, tout le temps super bonne partout, tu sais, de jamais l'échapper, jamais faire d'erreur. Ben, je trouve que la parentalité, en tout cas pour moi, ça amène à travailler ça, là. Tu sais, il y en aura, là, des moins bonnes journées, là, puis il y en aura des journées que je reviens du travail, là, puis que ultimement, là, je dis à mes enfants, là: «Hey, là, en ce moment, là, maman, elle a vraiment besoin de recharger ses propres batteries, là. Tu sais, je suis malheureusement vraiment moins disponible pour vous, là. Mais là, je vais vous demander, là, pouvez-vous prendre un petit 10 minutes, faire un petit livre calme, là, parce que là, maman, elle va aller juste se fermer les yeux un petit 10 minutes, tu sais. Puis ça va me permettre de passer de comme 5 d'énergie, là, pour ma soirée à peut-être 25-30, puis ça va être déjà mieux, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, d'être à l'écoute de nos propres émotions, de nos propres besoins, puis toujours dans la mesure du possible, tu sais, d'essayer d'y répondre au mieux, de solliciter notre réseau, ben, ça va être une des clés aussi. C'est intéressant parce que je trouve ça, tu sais, déculpabilisant ce que tu dis. Tu sais, comme je reviens avec mon exemple des réseaux sociaux, c'est comme si tout le monde était tout le temps au top de tous les rôles. On est des entrepreneurs, on est des mamans, on est des conjointes, on fait des voyages, on organise des activités incroyables. Tu sais, c'est un peu ça, là, l'image qu'on a Ouais. de la société puis de ce qu'on devrait atteindre. Mais tu sais, ton exemple, je pense que tout le monde peut se reconnaître là-dedans, là. Donc, tu sais, de normaliser puis de diminuer les attentes qu'on se met et en fonction de ce qu'on voit comme image qui nous est projetée, je pense que c'est vraiment très déculpabilisant, là.
Vraiment. Puis c'est tellement important pour moi. Puis pour vrai, des fois, je me dis à quel point c'est réaliste, genre, ce qu'on demande aux parents d'aujourd'hui, tu sais. Puis loin de moi l'idée, on va dire, de dire que les femmes devraient pas être au travail, tu sais, parce que je veux dire, moi, je trouve ça super que maintenant on puisse, tu sais, faire ce choix-là d'être maman et de travailler. Mais ceci étant dit, c'est vraiment pas évident de concilier tout ça, là, tu sais, si on fait un temps plein, puis qui en tout cas, tu sais, ça rajoute là, clairement une charge mentale là, de devoir penser à tout ça, là, les responsabilités familiales, les responsabilités de travail tout le reste. Ouais. Puis en plus, si on vit ça dans l'isolement, puis on est une société quand même très individualiste, ben ça aussi, tu sais, c'est un facteur de risque. Tu sais, est-ce qu'on en a un réseau de soutien? Est-ce qu'on peut, tu sais, à un moment donné, dire, hey, là, je suis plus capable, là, je me sens au bout du rouleau, là, puis genre, je vais envoyer mes enfants une fin de semaine chez mamie, où on peut pas, tu sais, le faire parce qu'on n'a pas de réseau disponible, tu sais. Je trouve que c'est ça, c'est comme si, pour beaucoup, c'est la garderie, là, qui vient le réseau de support majeur, là, puis une chance qu'on les a, tu sais. Mais ceci étant dit, souvent, la garderie nous permet juste d'aller travailler, tu sais. Elle nous permet pas de recharger nos propres batteries, tu sais. Fait qu'est-ce qu'on peut en trouver des moments comme ça pour recharger nos batteries, tu sais, c'est super important parce que si à un moment donné, on répond pas à nos propres besoins, ben clairement, on va accumuler des frustrations, là, tu sais, puis on va se mettre à risque de débordement ou d'épuisement, bref, d'être plus capable, tu sais, d'avoir envie de casser à quelque part, tu sais. C'est ça, puis j'ai l'impression qu'on est comme il y a plus en plus de facteurs de vulnérabilité, tu sais, il y a beaucoup de parents qui sont séparés, ça c'est une réalité, tu sais, de notre époque. Comme tu dis, tu sais, la garderie, si on en a une, on est chanceux, puis après ça, c'est vraiment pour aller travailler. Donc, tu sais, les facteurs de vulnérabilité s'accumulent. Alors, je pense que chaque petite action qu'on fait ou qu'on se permet de faire pour recharger nos batteries, pour être peut-être comme tu dis, augmenter de 15-20 notre batterie, ben, tu sais, chaque action va compter puis va faire une Mmh. différence après ça dans la relation qu'on a avec nos enfants. Mmh. Puis je pense vraiment que de s'enlever cette pression-là, là, de perfection tout le temps, partout, là, ouais, faut tendre vers ça, là, parce que c'est vraiment lourd à porter, là, cette idée, là, de devoir toujours tout bien faire. Je trouve que plus comme on va l'assumer aussi, en tout cas moi personnellement, tu sais, quand j'arrive à juste le dire, là, hey, aujourd'hui, là, j'ai une mauvaise journée, là, je suis pas dans mon état naturel, là. Puis des fois, le mot que moi je vais utiliser, c'est comme je suis un peu sauvage, tu sais, puis à quel point ça me fait du bien, tu sais, de mettre ça de l'avant, là. Puis après ça, ben justement, en l'assumant, c'est comme si ça réduit les attentes de tout le monde aussi autour de moi, dans la famille, tu sais. Puis là, ben mon chum, s'il entend ça, il va pas le prendre personnel si je suis un petit peu plus irritable aussi, tu sais, ou si je suis moins disponible, puis je fais pas les gaufres comme d'habitude pour en revenir à mon exemple, là, tu sais. Puis ça va être comme son signal de dire, OK, ben moi, dans le fond, moi, ma batterie est plus chargée qu'elle, visiblement, je vais prendre davantage en charge, tu sais. Puis des fois, de se le dire, tu sais, de développer ces codes-là aussi comme parents, là, tu sais, on peut se le demander, tu sais, au quotidien. Toi, ta batterie, tu combien de pourcents en ce moment? Puis tu sais, la personne, là, qui est plus chargée, là, ben, elle peut prendre le lead un petit peu plus, tu sais, il y a pas de mal à ça, là. Fait que ouais, je pense que faut absolument normaliser ça. Puis tu sais, des fois, on ressent aussi ces attentes-là de l'extérieur. Je sais pas, ça me fait juste penser, récemment, il y avait des mamans qui me disaient se sentir comme mal lorsqu'elles allaient porter à la garderie leurs enfants et qu'elles ne travaillent pas. Tu sais, comme s'il y avait des regards un peu de ah ouais, tu sais, tu fais rien aujourd'hui, tu viens me le porter quand même. Mais, tu sais, pourquoi qu'on s'impose ça, là? Je veux dire, c'est tellement correct, là, de vouloir une journée pour soi, là, puis d'aller porter notre enfant en garderie si on va même pas au travail, tu sais. Si ça nous permet, là, d'être mieux le soir, puis d'être plus disposés, puis d'être contente de les revoir, puis d'avoir rechargé nos batteries, ben moi, je me dis: «Go!» Tu sais, il y a rien de mal à ça, là. On a intériorisé les attentes qu'on perçoit, tu sais. On pense que c'est ça que tout le monde se dit, puis tu sais, qu'il y a du jugement qui vient avec ça parce on s'est tellement fait bombarder de messages de performance, puis c'est ça, on finit par intérioriser ces messages-là, fait qu'on se dit: «Ben, c'est ça que je devrais être, c'est ça que je devrais faire». Donc le jugement qu'on perçoit des éducatrices, du milieu de garde, ben, c'est parce que nous-mêmes, on se met ces attentes-là, puis cette pression-là, parce que c'est ça qu'on se fait projeter. Donc, tu sais, il faut vraiment faire attention. Puis, tu sais, ce que j'entends de ton message, c'est qu'il faut être vraiment bienveillant envers nous-mêmes si on veut être bienveillant avec nos enfants aussi, là.
Tellement, tellement. Puis merci de ramener ça parce que, tu sais, je veux juste dire aussi que moi, c'est aucun jugement envers les éducatrices non plus, que je pense que ce que je veux mettre de l'avant aussi, c'est justement tous les facteurs macro là, qui font en sorte que tu as raison, qu'à un moment donné, on intériorise ces attentes-là, on a peur du jugement. Parfois, on se juge nous-mêmes, là, justement, littéralement, là, tu sais, lorsqu'on s'écarte on va dire, tout ce qu'il faudrait faire, tout ce qu'on devrait être au quotidien. Puis oui, là, je veux dire d'être bienveillant envers soi-même. Il y a un autre concept qui est très populaire ces temps-ci, là, qui a été beaucoup développé par Kristen Neff, là, qui est l'autocompassion. Là. Ben, j'y crois beaucoup là, à l'importance de l'autocompassion, là, d'être doux envers soi, mais de se parler des fois comme on parlerait à notre meilleur ami. Là. Tu sais, des fois, là, si on arrivait là, à mettre de l'avant les pensées qu'on se dit là, à nous-mêmes, puis à se dire, est-ce que je dirais ça à ma meilleure amie? Tu sais, des fois, c'est une évidence que non, là, tu sais, qu'on peut être vraiment dur envers nous-mêmes. Un concept qu'on entend aussi beaucoup, c'est le mom rage. Je pense que ça revient à tout ce qu'on a discuté, c'est que, tu sais, à un moment donné, il y a une surcharge, une explosion, il y a un manque de régulation ou, tu sais, ben, pas un manque, là, je pense pas que c'est le bon mot, mais, tu sais, de dire que on a clairement été surchargé. Ben, en fait, peux-tu l'expliquer? C'est quoi le mom rage, le concept, là? Tu sais, c'est un mot, je pense qu'on a mis sur un concept qui était déjà omniprésent. Oui, absolument. Ben, c'est ça, encore là, on parle pas non plus, tu sais, de diagnostic médical, rien, là. On parle d'un concept qui a été, popularisé, qui viendrait justement expliquer une réalité, tu sais, vécue par beaucoup de mamans spécifiquement, tu sais, parce que oui, on peut avoir, de la rage aussi si on est papa là, ou une grande colère, là, mais celui-là a été plus appliqué au vécu des mères pour différentes raisons. Ultimement, ben, c'est ça, tu sais, c'est quelque chose qui va se vivre, on va dire, dans le moment présent, là, le mom rage, comme des accès là, de colère, on va dire, spontanée, là, mais quelque chose qui est quand même plus que de la colère, là. Donc, on n'est pas comme, je sais pas, mon enfant, il a pas fait son lit, je suis fâchée de ça, tu sais. C'est comme, ça vient souvent plus d'une accumulation aussi, tu sais, de différentes frustrations, qui peut être mélangées à plein d'autres aussi émotions vulnérables plus cachées, là, tu sais, du type, justement, je me sens impuissante dans ma situation, je me sens démunie, je me sens inadéquate comme maman, j'arrive pas à faire ce que je veux faire tout le temps, tu sais, ou j'arrive pas à répondre aux attentes que je perçois. Bon, il peut y avoir, différentes choses, derrière ça, mais je pense que c'est venu encore là, normaliser le vécu de beaucoup de mamans qui, à un moment donné, un jour ou l'autre, se retrouvent à avoir un accès comme ça de colère, à crier sur leurs enfants. Puis après ça vient souvent aussi avec, beaucoup de culpabilité, là. Mais donc de venir le mettre de l'avant, bon, par les écrits, dans les blogs, les réseaux sociaux, on l'a vu beaucoup. Ben, je pense que beaucoup de gens se sentent reconnus, tu sais, puis ça peut-être ça aide à enlever, cette couche de culpabilité, tu sais, qui vient après en disant: «Hey, dans le fond, tu sais, tu peu, là, ça peut être normal aussi ou ça peut être relié à des facteurs, structurels plus macro également, là». Donc, quel genre d'attente qu'on a envers les mamans dans notre société, puis justement, là, cette idée de c'est-tu réaliste, là? Donc, je te fais pas une définition, tu sais, exhaustive ou, noir sur blanche, là, mais j'essaie de te parler, vraiment plus globalement, là, du concept puis de je pense c'est quoi son utilité, là, ou pourquoi, beaucoup de gens, en parlent et pourquoi beaucoup de gens se sentent rejoints, je pense, par ce concept. C'est ça, je Mmh. pense que ça englobe un peu les concepts qu'on a Mmh. discutés là, précédemment. Mais c'est ça, il y a vraiment un mot qui a été mis, puis je pense qu'il y a plusieurs psychoéducatrices, travailleuses sociales qui font de la périnatalité, qui ont, tu sais, Mmh. repris le concept. Puis effectivement, le but, c'est d'être capable de nommer, là, tu sais, les émotions, les choses qu'on vit comme parent, comme maman. Puis après ça, tu sais, j'imagine que comme intervenante psychosociale, tu peux accompagner les gens qui auraient des besoins, tu sais, pour aller travailler ces éléments-là. À quel endroit on peut te trouver, là? Tu sais, tu as parlé que tu étais rendue, tu faisais aussi du privé, là. Comment ça s'appelle ton entreprise? Puis à quel endroit on peut te trouver? Mmh. Oui, ben, à la base, tu sais, j'ai lancé mon site internet qui s'appelait tapaletteémotionnelle.com. Fait que les gens peuvent me retrouver là. Il y a encore différentes, conférences, ateliers que j'offre à mon nom aussi, puis différents outils psychoéducatifs. Puis récemment, là, ben, je viens de fonder comme une autre entreprise, là, collaborative avec une nutritionniste qui s'appelle nourrirtoncoeur.ca. Puis c'est via, Nourrir ton cœur que j'offre des consultations individuelles pour les parents et pour les personnes de 16 ans et plus. Donc,
Donc, les gens peuvent aller sur le site internet, voir nos services. Dans le fond, c'est qu'on fait aussi différents projets collaboratifs, là, on va dire, sur les liens entre émotion et alimentation. Mais il y a vraiment un volet consultation, là, les gens peuvent aller me chercher là. Puis, ça me fera plaisir. Là, en ce moment, j'offre seulement des consultations en visioconférence. Par contre, là, il y a pas l'option encore en personne. Ça devrait s'en venir. Moi, je suis de Québec, là, mais ça permet aux gens un peu partout aussi là, d'avoir accès là, à mes services également. Donc, ouais, ça Puis ressemble à sur ça. les réseaux sociaux, tu as des Oui. comptes aussi professionnels, tu peux les nommer. Oui, t'as raison. Merci de me ramener. Je suis pas si bonne dans l'auto-promo, là. C'est toujours un moment un petit peu inconfortable, je trouve. Mais oui, donc Hélène Fortin-Lachance Hélène Fortin-Lachance, psychoéducatrice sur Facebook, puis hélène.psychoed sur Instagram. Je suis présente sur ces 2 médias sociaux. Ben, merci beaucoup de ton temps, c'était super intéressant. Puis au plaisir de te reparler prochainement. Merci beaucoup, Isabelle.